Ben, les espaces touristiques en Tunisie, donc système, on va s'intéresser à l'évolution du système touristique en Tunisie depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Gouvernance territoriale, gouvernance des espaces touristiques par rapport à leur territoire. Et question de perspective, c'est-à-dire où on va. Donc, dans l'introduction, on va dire que depuis son indépendance, en 1956, d'ailleurs, la Tunisie et le Maroc ont la même date, à peu près la même année de l'indépendance, 1956, et la Tunisie parie encore sur le développement du tourisme. Donc, cette orientation stratégique, pourquoi Allège chez le vestiaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas assez de ressources fossiles. Et puis, le tourisme nous permet de gagner de devises. Deuxième chose, créer des débauchés avec le minimum de dépenses et aussi moderniser le territoire à la société. C'était les objectifs des leaders burkinabés à l'époque. Donc, finalement, ce tourisme, qu'est-ce qu'il donne dans l'économie nationale? Seulement 6% des PIB. Bizarre. الناس تتصور انه السياحه هي عندها قيمه كبيره في الاقتصاد التونسي، لا 6%. La moyenne mondiale c'est 14%. 14%. Il y a un problème d'inefficacité là. On va voir pourquoi. Donc finalement l'interaction entre la demande et l'offre touristique en Tunisie depuis le début des années 2000 a créé en quelque sorte non-adaptation, on va dire, une crise touristique, une crise du système touristique en Tunisie. Maintenant, donc, dans ce travail, un travail de l'approche systémique. Quand on dit systémique, c'est celle d'acteurs qui ont une relation entre eux. Mais ces systèmes essaient de changer ce qui est sur l'espace. Il y a le par hasard dans l'espace. Tout est le fait du système. Et tout conditionné par les systèmes sociopolitiques. Avec cette approche-là. Donc, l'évolution du phénomène touristique ou du système touristique va donner des applications spatiales qu'on va le voir. Donc là, je commence à parler théorie. Pour vous, des étudiants de master, vous avez l'intérêt de savoir comment confronter la théorie avec le terrain. Donc d'ailleurs, depuis 2016, on parle de renouvellement du tourisme dans le monde. Il y a un changement du tourisme dans le monde. D'ailleurs, Philippe Fiolier l'appelle la troisième révolution touristique. D'ailleurs, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on parle de la quatrième révolution touristique. Regardez, la première révolution touristique a commencé avec la révolution industrielle, à la fin du XVIIIe siècle. Quand il y a un transport, il y a du tourisme. Le tourisme, par définition, c'est un transport. Il y a un déplacement. Passer plus de 24 heures hors de Chine. Deuxième révolution touristique, c'est lié au développement du transport aérien juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Toujours lié au transport. Troisième révolution touristique, c'est à travers l'Internet. Début de l'année 2000. On peut réserver en ligne avec les cartes crédit, on peut comparer et tout ça. Donc, on peut acheter les forfaits touristiques, on peut payer en ligne sans bouger, sans aller au centre-ville. Donc ça facilite encore le déplacement. Et quatrième révolution touristique, c'est lié à l'intelligence artificielle, l'IA. Donc, oui, on reste toujours au tourisme de masse. Attention. Il y a des écrivains qui parlent de le post-tourisme de masse. Ça reste un tourisme de masse, ce n'est pas le tourisme de forfait, mais plutôt un tourisme de masse hiérarchisé, en rapport avec l'hiérarchie de la demande, avec l'évolution des demandes. Donc, un peu partout dans le monde, nous assistons à l'entrée des crises des espaces hérités de tourisme de masse. En Italie, en France, en Espagne, il y a des espaces touristiques qui changent, qui laissent la place aux résidentiels. Il y a des espaces qui s'hybrident avec l'urbain. Donc, les espaces touristiques commencent à changer, peut-être au sortir du tourisme, attention. Nous relevons aussi des espaces touristiques qui s'inscrivent dans des processus de mutation de produits en rapport avec le changement de la demande. Nous relevons surtout de cette relation avec la ville d'appui, d'accord, puisqu'il y a
des zones touristiques qui prennent le nom de la ville d'appui, comme Agadir, comme Saouira, mais aussi en rapport avec l'arrière-pays, Tétouan, Marrakech, par exemple, dans le cas du Maroc. Donc, c'est comme ces espaces touristiques essaient de s'inscrire dans leur territoire. Puisqu'aujourd'hui, les touristes cherchent l'authenticité, le dépaysement, expérience touristique, c'est-à-dire cherchent l'altérité, l'autre. D'ailleurs, le tourisme, c'est aller dans le territoire de l'autre. Donc, cette approche systémique était mobilisée pour l'étude de construction de la dynamique des espaces touristiques par Daniel Clary, qui a fait la typologie des espaces touristiques selon cet rapport avec ville d'appui et stations touristiques. Moi, j'ai renouvelé cette approche dans les cas tunisiens. Moi, j'ai adopté plutôt approche systémique. Donc, finalement, il y a cette relation avec l'approche de Daniel Clary. Le tourisme, donc, système global, intègre différents espaces et plusieurs fonctions comme étant un système plus important. Attention, le système touristique, c'est un système d'acteurs, c'est un système aussi des espaces, mais aussi des systèmes de pratique. Ce sont trois systèmes dans un grand système. Donc, dans son approche plus récente, l'équipe MIT et Duhamel mettent l'accent sur les filiations entre l'acteur, le pratique et le lieu, effectivement, et dans le grand système touristique. Aussi, les recherches récentes du tourisme accordent un regard fécond au processus à l'œuvre à travers l'analyse de ces interactions et ces changements. Selon Violier, les systèmes touristiques évoluent aussi en interaction avec des valeurs, notamment de développement durable, qui émergeaient depuis les années 1970. Nous, en Tunisie, au Maroc, commençait à parler de développement durable, notamment de tourisme durable, depuis les années 1990. Mais ça change le système. Il donne une application de nouvelles institutions, la société civile, les acteurs internationaux, ainsi de suite. Donc, pour nous, dans cette analyse, moi, géographe, les territoires est donc pour nous un prisme utilisé pour analyser les perceptions et l'investissement de l'espace touristique en Tunisie par plusieurs acteurs. Et pour étudier l'émergence des systèmes touristiques territorialisés en rapport avec le développement des trajectoires et socio-culturelles de ces espaces. Donc, la confrontation entre théorie et espace donne cette problématique. Attention, regardez comment on construit les problématiques. D'ailleurs, la problématique, c'est une question composite, un peu longue, composite, qui intègre plusieurs questions. Mais c'est vrai, composite est longue, mais c'est lisible et compréhensible. Et si, dans notre cas, comment mutent-ils l'espace touristique? Donc, mutent les espaces touristiques. Ils changent, ils ne sont pas immuables, ils ne sont pas rigides, ils changent. Dans les cas tunisiens, en fonction de l'évolution du système, dans les différentes temporalités ou les différents contextes, puisque chaque contexte donne son propre système. Puis quelle inscription et gouvernance territoriale conséquente par rapport à quoi? À la crise actuelle du tourisme de masse. Vous voyez? C'est bien clair. Mais on va les détailler, cette problématique, cette question principale, par des questions secondaires. On va la décortiquer, d'accord? Comment le secteur touristique en Tunisie évolue-t-il? Il évolue dans le temps et dans l'espace, en fonction des contextes, des politiques publiques et des systèmes touristiques mondiaux. Comment la crise du tourisme de masse produit-elle une certaine reterritorialisation, c'est-à-dire des changements territoriaux, de nouvelles inscriptions territoriales des zones et des stations touristiques en Tunisie? Puis, quelles sont les perspectives de gouvernance territoriale des destinations touristiques en Tunisie? C'est comme on fait appel au futur système touristique. Comment vont se configurer ces systèmes touristiques dans l'avenir? Bien sûr, après la problématique, il y a une hypothèse principale. Faraday, la crise du secteur touristique ne serait pas seulement conjoncturelle, ce n'est pas lié aux événements du terrorisme, à la révolution tunisienne. Non, ce n'est pas conjoncturel, attention, mais plutôt de nature structurelle, rapport aux événements et systémique, par rapport aux acteurs. Ce qui impliquerait certaines trajectoires et mutations des espaces touristiques par rapport avec l'évolution de la demande. Il y a une évolution de la demande.
Je parlerai de ça depuis le début des années 2000, même des années 1990. Ainsi qu'une nouvelle prospective de gouvernance territoriale conséquente de quoi? De changement du système touristique mondialisé. Donc vous voyez, on a utilisé les conditionnels dans cette hypothèse, parce qu'on n'est pas sûr du résultat. On va confirmer ou infirmer cette hypothèse dans la conclusion. Méthode d'investigation, bien sûr, on a adopté la méthode mixte des enquêtes qualitatives, des enquêtes quantitatives, mais aussi je référais à mes travaux que j'ai encadrés, bien sûr, au niveau de master, de NUA et de licence. Et tous, bien sûr, dans les thématiques de tourisme et de la gouvernance territoriale en Tunisie. Donc, pour donner le résultat, on est obligé de passer par un plan. Dans le plan, il y a 4 volets. D'abord, l'évolution du système touristique à travers les politiques et leurs applications territoriales en Tunisie. Deuxièmement, les échelles de développement des stations touristiques en rapport avec la VFI. Là, on va adopter l'exemple du Yasmine Hammamet parce que ma thèse a été réalisée sur la station Yasmine Hammamet en Tunisie. C'est le dernier projet grandiose en matière d'aménagement touristique en Tunisie. Le rapport station touristique avec son arrière-pays. Troisième chose, trajectoire de gouvernance des espaces touristiques par rapport à leur ville d'appui, qui reste leur territoire. Et puis, question de prospective autour de gouvernance et la communication des territoires touristiques pour donner plutôt des destinations à part, des destinations émergentes. Par exemple, Marrakech, c'est une destination. Même elle emprunte son image au Maroc. Donc, quand on voit une carte postale du Maroc, c'est systématiquement Minara de Marrakech. Finalement, elle emprunte son image à toute la destination Maroc. Donc, on va commencer par l'évolution du système touristique à travers les politiques et leurs applications territoriales en Tunisie. On montre ici à travers les affiches que le tourisme international en Tunisie a commencé par des maigres flux de touristes en provenance de l'Europe, particulièrement de la France, dans la période coloniale. Vous avez dans la fiche à gauche plutôt des pratiques itinérantes, de tourisme culturel, un paysage désertique agencé avec un paysage urbain. C'était le tourisme culturel, c'était le tourisme de découverte à l'époque. Puis on a commencé par le tourisme balnéaire, celle l'affiche à droite, par de maigres flux de tourisme balnéaire. Ce n'était pas le tourisme balnéaire d'aujourd'hui. Ça a commencé par les banlieues nord de Tunis, La Marsa, Abelkar, ainsi de suite. En 1956, quand la Tunisie a obtenu son indépendance, on a hérité entre 6 000 et 7 000 lits touristiques de la France. On a dit pourquoi pas on continue de développer davantage le tourisme. Surtout, il y a de touristes internationaux qui veulent venir en Tunisie pour découvrir, pour se bronzer, pour se baigner. On dit, on n'a pas de ressources, allez-y, on va développer davantage cette activité touristique. À l'époque, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle planification touristique ou aménagement touristique. Les unités hôtelières étaient éparpillées. On a des hôtels de ville, on a quelques hôtels balnéaires. Ce n'était pas comme aujourd'hui des stations, des centres touristiques. Malgré qu'il n'y a pas une politique d'aménagement, il n'y a pas une conception claire, mais ces unités hôtelières font la symbiose avec leur territoire, avec le paysage. Regardez cet exemple. L'hôtel Oranger à Hammamet. C'est presque une villa, petite unité, qui reproduit les cachets architecturaux tunisiens, avec les copeaux, avec les voûtes, avec la couleur blanche, et tout à l'échelle des orangers, les cédriers, ça ne dépasse pas, ce n'était pas vraiment la masse. Et ça incite les touristes de l'époque de sortir de l'hôtel, de découvrir davantage cette Tunisie authentique. Mais l'État tunisien a besoin de tourisme à l'époque. On a développé, on a mené une politique de développement touristique par la création en 1959 la Société hôtelière de tourisme tunisien. Cette société publique a laissé des traces en Tunisie jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette société? Juste 3 ans après l'indépendance. D'abord, elle a acheté le terrain, réalisé les infrastructures, les hôtels, mais aussi développer les équipements tout autour des hôtels,
par les matériaux à l'époque importés, mais aussi, surtout, elle a formé le premier gérant de ces hôtels, les professionnels de tourisme à l'époque, même elle a envoyé quelques-uns en Europe pour faire des formations, ainsi de suite. Finalement, elle a fait tout pour le tourisme tunisien. La SHTT, au début, elle a créé des hôtels de tourisme de luxe, notamment de palaces, des hôtels de 5 étoiles, notamment Sahara Palace, Lucie Palace, au sud tunisien, c'était en 1960. Mais à l'époque, attention, dans un contexte de tourisme de masse, des demandes massives, on est dans les 30 glorieuses, tout le monde en Europe rêve d'un séjour balnéaire, il y a beaucoup de demandes, il faut saisir ça. Vous faites des grands hôtels. Effectivement, on s'est inscrit dans la création de ce qu'on appelle les clubs, des hôtels de catégorie 3 étoiles, pour accueillir ces touristes. Et c'était des unités rentables. Et vraiment, on était vraiment dans la logique de masse. D'où le passage du tourisme de masse, de tourisme plutôt ponctuel au tourisme de masse, et c'était supporté par le tour opérateur. Ce n'était pas la volonté de l'État tunisien, on était vraiment poussé. En plus, ces hôtels-là, on va les planifier, on va les organiser dans de zones touristiques. Pour cette raison, on a créé l'Office national de tourisme tunisien en 1971, mais aussi l'AFT qui va planifier, qui va créer ou aménager ces zones touristiques. Et on a été motivé, encouragé par le prêt de la Banque mondiale. Et pour planifier ces zones touristiques, on a eu le cours un bureau d'études italien qui s'appelle Italconsul, qui a planifié 7 zones touristiques. Elles sont toutes littorales. Tunis Nord, Tunis Sud, qui s'appuie sur l'aéroport Tunis Carthage, Naber Hamamet, Sousse Monassir, qui s'appuie sur l'aéroport Monassir Habib Bourguiba, et puis Zerba Zersi. Ce sont toutes des zones littorales pour développer le tourisme balnéaire. La configuration était la suivante. Un chapelet des hôtels, hôtels l'un à côté de l'autre, qui sont desservis par les routes touristiques. Et finalement, ça donnait des enclaves touristiques, parce que le touriste, quand il sort de l'hôtel, trouve rien, on est loin de la ville. Et c'est exprès, ces zones touristiques tournent le dos à la ville. C'est comme on fuit à Tanger, à Tétouan au Maroc, c'était la même conception. À la fin des années 1970, on a dit qu'il faut arrêter avec ces chapelets d'hôtels. On va changer la configuration, on va plutôt développer ce qu'on appelle les stations touristiques intégrées. Et le premier projet grandiose à l'époque, c'était à Kantaoui, au nord de Sousse, au nord de la zone touristique de Sousse, et qui a une capacité quand même de 13 600 lits. Attention, Kantaoui, ce n'est pas un chapelet des hôtels. Non, c'est plutôt une mixité d'offres d'hébergement, d'animation, le tout ces structures tout autour de l'équipement d'appui qui est la marina, le port de plaisance à Kantaoui. Et secondairement, le parcours de golf. Et on trouve des hôtels, de résidences, de para-hôtels, des shops, de magasins. Voilà. Si la marina, ce n'est pas seulement un équipement qui attire le plaisancier, mais c'était un décor aussi. C'était un deuxième centralité urbaine par rapport au centre-ville de Sousse. Et le tout, c'était créé par des sociétés d'économie mixtes, qui intègrent les capitaux du privé et du public. Et c'était une première dans l'histoire de l'aménagement touristique en Tunisie. Et l'intégration sous une seule société publique et privée, tous les projets-là, ça facilite l'intégration du projet, surtout son insertion avec son territoire. C'était une réussite pour la Tunisie. Et c'était le premier port-jardin en Tunisie. La réussite de Kantaoui a inspiré l'État tunisien de développer davantage ce concept, les stations intégrées, notamment à travers le projet Montazam Barfa, qui était créé au début des années 1984, avec une capacité de 1590 lits. Mais Tabarka et si ces structures aussi, tout autour d'un port de plaisance, un parcours de golf,
n'est pas vraiment bien intégré avec sa ville d'appui qui est Para, avec Para, c'est une ville du nord-ouest de la Tunisie, hein, avec ses distincts, avec sa structure en chalet, et ainsi de suite. Donc, le projet ici était en rupture à peu près avec la ville préexistante, puisque si on commence à entendre ce qu'ils veulent le privé, si ce sont les Saoudiens qui ont exigé que le projet soit rentable, même on a travaillé, on a fait un projet qui est un peu parachuté sur la ville. Hein. Et là, on commence à relever la traçabilité immédiate de nouveaux engagements de l'État tunisien. Voilà le plan de cette station Tabarka. Aussi, au début des années 2000, plutôt les années 90, on continue à investir dans les stations intégrées en Tunisie. Là, on a développé la station Yasmine Hammamet, qui fait la continuité avec la célèbre zone Hammamet. Mais ce projet constitue vraiment le tournant dans la politique d'aménagement tounisien, puisque ce projet était réalisé avec l'argent du privé. On a vraiment constitué une petite société d'économie mixte avec une petite part de l'État, mais finalement c'est géré, c'est financé par le privé. C'est déguisé sous cette société mixte, mais vraiment un projet qui est vraiment privé. Et les engagements de l'État étaient en quelque sorte motivés par la Banque mondiale. On est dans un contexte de mondialisation ici. Donc il faut laisser les privés motivés à réaliser leur projet. Effectivement, les propriétaires fonciers qui sont la base, hein, les promoteurs hôteliers immobiliers qui ont anticipé le projet, qui ont acheté le terrain au sud de Hammamet, ont obligé l'État de ne pas exproprier leur terrain. On était le partenaire avec l'État dans ce projet-là, hein, avec des formules d'échange de terrain, et ce qui donnait vraiment une station très urbaine que vous voyez là. Donc, première bande pour les hôtels de grande capacité. Au milieu, on trouve une marina. Deuxième bande pour les hôtels S, de petite capacité. Troisième bande pour les résidentiels et pour les villas. Et le tout se structure tout autour d'une fosse Médina, un cartage là. Hein, et puis, deuxièmement, la marina. Vous voyez, il n'y a pas des espaces verts. Hein, tout un petit espace vert, rien à voir avec Hammamet, hein, qui est réputé par ses bergers, avec ses hôtels de petite échelle, donc rien à voir avec Hammamet. Donc, si on assiste au désengagement progressif de l'État, regardez comment le système évolue depuis le début du développement touristique, jusqu'au arriver à un système qui est dominé par le privé. Conséquence territoriale de toute cette politique qui a commencé depuis les années 60, concentration de tourisme balnéaire sur le littoral. Un seul type de produit, un monotype. Mais malheureusement, il n'est pas épargné ce produit face à la crise, parce que le plage existe partout dans le monde. Il n'y a pas qu'en Tunisie. Donc, regardez la sensibilité de ces produits balnéaires. À chaque événement, le 11 septembre, la crise financière, révolution tunisienne du 14 janvier 2011, l'effet des attentats de Bardo de Sousse en 2015. À chaque incident, il y a une baisse. Et la plus grande baisse était à l'occasion du Covid-19, moins 78% des entrées touristiques. Vous voyez, c'est très fragile. Sur le plan économique aussi, il y a une baisse des entrées. Si on regarde en devise, les entrées en tourisme sont toujours en baisse. Regardez ce qui est en rouge. Alors, auparavant, on était en vert. Surprise pour vous, peut-être, le dette des promoteurs hôteliers en Tunisie, c'est 4 000 milliards, 4 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Pour aménager 1 kilomètre d'autoroute, ça nous coûte en Tunisie 1,5 milliard. C'est 4 milliards. C'est-à-dire, avec cette somme, on peut mailler tout le territoire tunisien par des autoroutes. D'accord? Donc déjà, si les acteurs touristiques en Tunisie n'ont pas, d'ailleurs même la crédit, même
même la banque n'accorde pas de crédit pour développer davantage l'hôtellerie. On a des hôtels qui sont fermés en Tunisie. Hein? Donc même on assiste à des zones touristiques qui sont en fin de cycle, si l'on peut le dire. C'est-à-dire en déclin, qui ont besoin d'être renouvelés et qui ont besoin de se nouer avec leur territoire, que ce soit l'arrière-pays ou la ville d'appui. Donc on va assister à ce qu'on appelle la reterritorialisation de ces zones touristiques. Là, on va passer à l'échelle de développement des stations touristiques en rapport avec l'arrière-pays, notamment à travers l'exemple du Yasmin Hammamet. Donc, on a parlé tout à l'heure de Yasmin Hammamet. En réalité, Yasmin Hammamet, une maille de chaînes de projets qui ont été prévus au golfe de Hammamet, Saloum 1, Saloum 2, Hergla, et qui sont tous arrosés par le nouvel aéroport Ben Fila Hammamet. Mais heureusement qu'on a réalisé seulement Yasmin Hammamet. Parce que ça vient dans un contexte de changement de la demande. Les touristes ne veulent plus ça. Et là, on a développé 25 000 lits touristiques. Ça vient au contexte du changement de la demande parce que dans les années 1990, Mayotte déjà était en crise en Espagne. Parce que les touristes allemands ne veulent plus des hôtels de grande capacité, ce qu'on appelle l'urbanisation. On était même obligé de détruire ces hôtels pour reconstruire des hôtels à l'échelle humaine ou développer plutôt le tourisme rural et culturel au centre de Mayotte, à l'intérieur de Mayotte. Même au Maroc. Le déclic, c'était au début des années 2000. Il y avait un déclic. Puisque Agadir a laissé sa place. Agadir, qui est une zone touristique balnéaire classique, qui était aménagée dans les années 60 à l'image du Maroc moderne, et séparée du reste de la ville par une route, a laissé sa place une ville qui se trouve normalement dans son arrière-pays. C'était en 2002. Marrakech prend la première place. C'était un déclic pour dire voilà, il y a un changement de la demande. 5 minutes. 5 minutes. Ah oui, 3 minutes. Mais par contre, c'est là, il y a une autre conférence là, mercredi, la fac de sciences économiques. C'est jamais. Là, c'est 5 minutes. 5 minutes. Pour faire 15 minutes d'échange. Donc, on a développé. Donc, si. Pour sauver Yasmin Hammamet, il faut nouer des relations avec son arrière-pays. Heureusement, à Yasmin Hammamet, regardez même le pratique touristique. Les touristes ne restent pas à Yasmin Hammamet. Ils cherchent la vraie Médina de Hammamet. Ils fréquentent quotidiennement Hammamet. Ils ne veulent pas quelque chose d'artificiel. Donc, même le retour, c'est presque quotidien à Hammamet. C'est-à-dire, le touriste cherche un territoire authentique. D'ailleurs, Yasmin Hammamet, heureusement, dispose d'un arrière-pays qui est riche, assez riche par les sites archéologiques, les îles berbères. Mais tout ça, pour l'intégrer à Yasmin Hammamet, pour donner un coup de fouet, et l'intégrer à son arrière-pays, on a besoin, bien sûr, de l'infrastructure, de l'implication des acteurs locaux, ainsi de suite. Maintenant, trajectoire et gouvernance des espaces touristiques par rapport à leur ville d'appui. Donc, bien sûr, les espaces touristiques en Tunisie sont hérités du tourisme de masse. Mais ils sont obligés de s'adapter avec l'évolution de la demande. Là, on s'intéresse à la géante zone touristique Hammamet-Nebel, qui est scindée en réalité en deux sous-espaces, Nebel et Hammamet, en deux sous-zones Hammamet. Commençons par la zone de Nebel. À l'origine, était conçue en décalage avec la ville de Nebel. Mais au fil du temps, l'espace est rempli. Et même à l'intérieur de la zone de Nebel, on peut trouver, bien sûr, comme vous voyez, des espaces urbains ordinaires, ainsi de suite. D'ailleurs, depuis ce reconvertissement commencé depuis que le club Farah a laissé sa place au centre culturel, aussi au complexe résidentiel même, on a réalisé le nouveau siège de la mairie de Nebel au centre de cette zone. Alors, Hammamet, c'est autre chose. La sous-zone de Hammamet, c'est une autre configuration. C'est une zone pas seulement balnéaire, mais aussi de villégiature, mais qui est en fin de cycle. Il y a 2 hôtels qui ferment malheureusement. Pourtant, c'est l'héritage
de la vieille hôtellerie de Hammamet. Il n'y a pas seulement cet hôtel Yasmine qui est fermé, il y a aussi Tanit, Aladin, le Pter, Mefet, le Char. Donc, ces friches hôteliers est devenu l'objet des convoitises du promoteur immobilier. Donc, on assiste à une hybridation de la zone en Abebet Hamel avec l'urbain, puisqu'on est obligé de s'adapter avec l'évolution de la demande. Aussi, le Kantaoui, qui est réalisé en décalage avec le centre-ville de Sousse, bien sûr, il reste fonctionnel, Kantaoui, mais il y a un problème au niveau de la ville de Sousse. Les hôtels noirs sont des hôtels fermés. Par contre, si dans la Médina, on assiste à la gentrification, au développement des maisons d'hôtes à l'enceinte de la Médina. Pareillement, pour le monastère qui est scindé en deux sous-zones, celle de monastère, la deuxième sous-zone de Strans, il y a aussi une évolution, tant que la capacité hôtelière est toujours en baisse, puisqu'il y a des hôtels qui sont fermés. Si le foncier des hôtels fermés s'est converti en projet résidentiel, d'ailleurs, il y a une réglementation qui encourage cela. Pareillement, le Mahdi, c'est une zone en mutation, ressemble beaucoup à Sawir al-Mahdi. Il y a aussi dans sa Médina, il y a le développement des structures, de tourisme chez l'habitant, maisons d'hôtes, ainsi de suite. Maintenant, on arrive à la question de perspective où on va dans le tourisme tunisien. Donc, on commence par le cas des îles. Si Kerkena, une de deux grandes îles en Tunisie, Kerkena, qui est très fragile, vous voyez, parmi les terres plus basses en Tunisie, menacée par l'érosion, même par la submersion maritime. Mais finalement, cette sensibilité donne une certaine attractivité touristique, puisqu'on cherche tout ce qui est durable. Donc, on essaie de créer un tourisme responsable qui pourrait donner la force à ces territoires en crise. D'où la labellisation par l'UNESCO et la FAO de techniques traditionnelles de pêche en Shrafi, l'émergence de quelques nouvelles pratiques de tourisme écologique dans ces îles. Aussi, Djerba, c'est connu, une destination de tourisme de masse, même elle est victime de ce tourisme avec une capacité de 54 000 lits. Et le tourisme a changé toute la configuration de Djerba. Regardez comment elle a changé le territoire du tourisme. Tout se fait vers la côte. Alors, au début, dans les années 60, tout s'est concentré au milieu de l'île. Donc, labelliser Djerba patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est finalement de relever cette image de l'île qui a une réputation balnéaire. Aussi, il y a des destinations émergentes, que ce soit Dahar, au sud-ouest de la Tunisie, pour Kérouan, c'est une ville de l'intérieur de la Tunisie. Dahar, c'est une région qui était corrélée à Djerba. Corrélée à Djerba. Maintenant, on essaie. Une seule minute. Aujourd'hui, on essaie de corréler Djerba, couper cette corrélation, développer une destination émergente au niveau de Dahar. On trouve des villages berbères, comme vous voyez. Aussi, Kérouan, la capitale religieuse de Nord d'Afrique. Il y a le développement des structures de tourisme chez l'habitant dans la Médina. Et même dans cette photo, ça nous rappelle de Marrakech. Ça devient un décor pour ces projets de maison d'hôtes, de restaurants, de charme, ainsi de suite. On arrive à la conclusion. Donc, vous voyez, les espaces touristiques ont évolué en Tunisie depuis les zones touristiques classiques. Les stations aussi, les stations de première génération, deuxième génération, troisième génération. Puis on assiste à l'hybridation de ces espaces touristiques hérités de tourisme de masse avec l'urbain ordinaire, avec l'arrière-pays, d'où l'implication des acteurs locaux et le changement du système touristique. Et si nous confirmons, vous, les étudiants de master, on confirme l'hypothèse, et si, dans les cas tunisiens et face à la crise systémique du secteur touristique, nous assistons à une évolution. Et certaines trajectoires des espaces touristiques ne sont pas immuables, ces espaces sont mutables, au contraire, ils changent, même si sont conçus des zones, des stations, à travers des actes, vous voyez, ils sont changeants par rapport à leur territoire, même à l'intérieur, dans un contexte de crise. Cela conduit à l'entrée en liste
d'une mutation d'acteurs, bien sûr. Il y a l'intégration des acteurs locaux, des coopérations internationales, ainsi de suite. Et parmi eux, bien sûr, les touristes. Ils sont au centre du système aujourd'hui. Personne ne peut obliger les touristes d'aller vers cette destination. Celui qui choisit à travers l'Internet, celui qui fait la comparaison, c'est celui qui s'impose. Et même il fait son propre package. Il n'est pas obligé d'aller avec un package tout fait par les opérateurs. Donc, en Tunisie, on est contraint d'aller vers une nouvelle gouvernance, toute autre réalité émergente de ces territoires touristiques avec leur arrière-pays et les lieux d'appui. Et là, on met en question les institutions actuelles qui restent figées dans leur structure, notamment l'Office national de tourisme tunisien et l'AFTE. Merci pour votre attention.